Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi. Un nouveau tour de vis à partir de demain minuit. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, l'Eure et la Seine-Maritime seront confinés pour au moins 4 semaines, 7 jours sur 7. 21 millions de Français sont concernés. La plupart des commerces non alimentaires vont devoir fermer. Le nombre d'élèves dans les classes de lycée va être divisé par 2. Partout en métropole, le couvre-feu est retardé de 18h à 19h. Reportage et explications avec tous nos journalistes sur le terrain. Le feu vert définitif de l'Agence européenne des médicaments en faveur du vaccin AstraZeneca. Il est jugé sûr et efficace. La campagne de vaccination en France va redémarrer dès demain. Également dans l'actualité de ce jeudi, une série de vols à la tronçonneuse dans une forêt de l'Ariège. Des centaines de chênes centenaires et de gigantesques sapins ont été illégalement coupés et emportés. Comment ont-ils pu disparaître? Nos journalistes ont mené l'enquête. Enfin, l'un des plus beaux palais du monde nous dévoilera ses mystères. L'Alhambra, construit à Grenade il y a 700 ans, est aujourd'hui presque désert, sans aucun touriste. Nous vous offrirons une magnifique visite privée. C'était une conférence de presse très attendue et redoutée par certains. Les annonces faites par Jean Castex sont effectivement plus dures que prévu. À partir de demain soir minuit, les habitants de 16 départements vont être confinés 7 jours sur 7 pour au moins 4 semaines. Pour tenir compte du passage à l'heure d'été, le couvre-feu va être décalé à partir de samedi de 18h à 19h partout en France, ou en tout cas en France métropolitaine. Enfin, la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca va reprendre demain. Tous les détails concrets avec toutes les mesures de Lucas Hdela, Noé Gandillot et Sébastien Boé. Face à la troisième vague qui se dessine, c'est une nouvelle forme de confinement que propose le gouvernement. C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. 2 régions sont concernées 7 jours sur 7, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, mais également 3 départements, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Pour l'ensemble du territoire, le couvre-feu est reculé d'1 heure, de 18 à 19 heures. L'ensemble de ces mesures entrent en vigueur ce samedi pour une durée de 4 semaines au moins. Quelles sont les règles de ce nouveau confinement? Dans les territoires concernés, les écoles et collèges restent ouverts, mais les lycées n'accueilleront plus que 50% des élèves. Pour les commerces, c'est un nouveau baisser de rideau. Seuls ceux de première nécessité restent ouverts. Commerces alimentaires, buralistes ou encore librairies ou garagistes. Les déplacements sont autorisés dans un rayon de 10 km autour du domicile. Mais c'est une nouveauté par rapport au précédent confinement, pas de limite de durée pour vos sorties. La plupart des activités en plein air restent autorisées, mais interdiction en revanche de se déplacer d'une région à une autre dans les régions confinées. Enfin, concernant la vaccination, les injections d'AstraZeneca pourront reprendre dans les pharmacies et chez les médecins généralistes dès demain après-midi. L'Agence européenne du médicament vient de donner son feu vert. Pour elle, le vaccin est sûr et sans danger. Demain, les 18 millions d'habitants d'Île-de-France et des Hauts-de-France vont voir leur liberté de mouvement sérieusement réduite, confinés au moins jusqu'au 18 avril. Selon quelles modalités précises? Faudra-t-il une attestation pour se déplacer? Y aura-t-il une limite de kilomètres autour du domicile? Une durée maximale de sortie? Pour nous faire du sport, que vont faire les lycéens? Le point complet avec Florian Litzler et Georges Brenier. C'est une grande sensation de déjà-vu et une dure nouvelle pour beaucoup d'habitants des départements concernés. Cette Lilloise en a même les larmes aux yeux. On pense s'être habitué, mais en fait, on ne s'est pas vraiment habitué. On en a marre. Mais je comprends en même temps. Hein. C'est pas un reproche, il n'y a pas le choix. Nous, on suit, on peut rien faire, on peut rien dire. Je vois pas pourquoi encore un confinement alors qu'on en a déjà fait 2, les gens ne le respectent plus. Il faut trouver d'autres mesures. Ça veut dire que quoi, on reste à la maison? Pas exactement. Cette fois, les règles sont un peu plus souples. À partir de vendredi minuit, dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France, vous avez le droit de sortir de chez vous sans durée limitée dans une zone de 10 km autour de votre domicile. Pour aller par exemple simplement vous balader dans un parc, mais pas pour aller participer à un barbecue ou à un apéritif en plein air. Et attention, il faudra être rentré à 19h. Le couvre-feu reste en effet en vigueur. Il est seulement retardé d'1 heure. Dans tous les cas, pour sortir, il faudra vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire et justifier d'un de ces motifs. Professionnel, vous allez travailler. Médical,
Un motif familial impérieux ou pour pratiquer une activité physique et aller à l'école. Elle reste en effet ouverte. Certains élèves s'en félicitent. Au moins, ça permet aux étudiants et aux jeunes de sortir, au moins. Et de voir des gens, ça change le climat. Et justement, ça permet aux personnes qui, comme je vous disais, étaient entassées tout ça, de voir aussi d'autres choses et de continuer d'étudier. Les commerces de première nécessité restent ouverts. Les autres fermeront dès samedi pour 4 semaines au moins. Enfin, les déplacements en dehors de votre région sont interdits, sauf pour raisons impérieuses ou professionnelles. Concrètement, jusqu'au 18 avril au moins, vous ne pourrez pas partir en vacances au-delà des frontières régionales. Parmi les 16 départements concernés par les mesures de confinement, les Alpes-Maritimes, depuis 3 semaines, les habitants ont déjà expérimenté le confinement le week-end. Comment ont-ils réagi à ces annonces auxquelles, honnêtement, très peu s'attendaient? Comment leur vie va-t-elle changer, au moins jusqu'à la mi-avril? Sophie Chevalreau, Vincent Capu et Anouchka Fliller. Les 3 derniers week-ends confinés n'auront donc pas suffi. Nouveau coup dur pour les Alpes-Maritimes ce soir. Ah, ça y est, ils ont pris la décision. Aïe, aïe, aïe. Le gouvernement a décidé d'accentuer les restrictions dans le département. Le confinement s'appliquera désormais 7 jours sur 7 pendant un mois. Et les attestations de sortie, jusqu'ici réservées au week-end, seront obligatoires toute la semaine. Ce soir à Nice, c'est la douche froide. Sincèrement, je trouve que c'est pas cool du tout parce que, sincèrement, ça commence à être très, très pesant. Non, je comprends pas du tout. Parce que tout ceci est une grosse mascarade. Certes, le taux d'incidence diminue dans le département. 457 aujourd'hui contre plus de 600 fin février. Mais la tension hospitalière est au plus haut. 131 malades du Covid sont en réanimation, du jamais vu depuis le début de la pandémie. Écoutez, la situation dans nos hôpitaux est très tendue. Donc, en tant que soignant, c'est sûr que cette décision ne peut qu'être la bienvenue. Et nous espérons que ça apportera des changements sur l'impact sur notre département. Nous savons par contre que cet impact ne sera pas immédiat. Donc, il est probable que pour les prochaines 2 voire 3 semaines, dans tous les cas, on aura une augmentation encore des cas. Seule consolation pour les habitants du département, ils gagnent 1 heure sur le couvre-feu qui débutera comme partout en France à 19h. 2 autres départements s'attendaient sans doute à subir une forme de confinement. Il s'agit de l'Eure et de la Seine-Maritime, tous les deux en Normandie. Le virus y circule très activement. Plusieurs hôpitaux, notamment celui de Rouen, sont presque saturés. Et le simple couvre-feu à 18h n'a pas suffi à contrôler la situation. Henri Dreyfus, Benoît Cristal et Iker Zabala. À Rouen comme à Évreux ce soir, la plupart des habitants alternent entre résignation et colère. Je suis commerçante, donc autant vous dire que ça ne me fait pas plaisir. Encore une fois, c'est géré n'importe comment. Peut-être que c'est quelque chose qu'il aurait déjà fallu faire depuis un moment déjà. On a reculé. Voilà, malheureusement aujourd'hui on est plus résigné qu'autre chose. Les 2 départements pensaient échapper à un 3e confinement. Mais en Seine-Maritime, le taux d'incidence est de 278,6, supérieur donc à la moyenne nationale. Pire, il a bondi de 32,7% en une semaine. En dépit de ces chiffres alarmants, certains Rouennais trouvent la mesure brutale. Nous, on n'est encore qu'en couvre-feu, on n'a pas encore le confinement pendant le week-end. Donc il faudrait peut-être faire par étapes. Et pas annoncer directement un confinement 7 jours sur 7. Plus au sud à Évreux, même surprise teintée de lassitude, les habitants soulignent l'incohérence de certaines décisions. Il n'y a même pas de vaccination. La vaccination est très en retard. Confiner sans vaccin, je ne vois pas trop l'intérêt. Moi, je me dis franchement, vaudrait mieux confiner toute la France une bonne fois pour toutes. Au moins, on est sûr qu'on est tous confinés au même moment, qu'il n'y a pas des décalages. Qu'importe les disparités de traitement, pour ce restaurateur, c'est le prix à payer pour enfin retrouver la vie d'avant. Il va bien falloir faire quelque chose pour qu'on retrouve une vie normale. Donc si au bout des 4 semaines, on peut avoir une vie normale, honnêtement, je suis pour. Malgré ce coup de massue, chacun tente de garder le moral en espérant que ces nouvelles restrictions ne durent pas plus d'1 mois. Bonsoir Adrien Gindre. Bonsoir. Nous avons vécu ensemble en direct cette conférence de presse. Vous avez pris beaucoup de notes. Résumons les enjeux très simplement.
Supposons que j'habite dans l'un des 16 départements confinés à partir de demain minuit. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Ça boîte une nouvelle formule, vous l'avez dit Gilles, vous serez confiné, donc ça veut dire un retour de l'attestation, ça veut dire que c'est 7 jours sur 7, ça veut dire également que vous avez une interdiction de vous déplacer entre régions, le retour des limitations, et puis vous aurez des limitations pour vos commerces également, uniquement ouverture des commerces dits de première nécessité. Alors il y a un peu de mou, on a rallongé la liste, les libraires et les disquaires sont rajoutés. La principale nouveauté en fait Gilles, c'est que cette fois, dans ces zones concernées, vous pourrez davantage prendre l'air, vous promener jusqu'à 10 km de votre domicile, mais c'est le grand changement, sans limitation de durée. D'ailleurs, le Premier ministre tout à l'heure avait une formule, freiner sans enfermer. Ça reste quand même un confinement, même si Olivier Véran disait qu'il ne savait pas tout à fait comment l'appeler, confinement de printemps, confinement à ciel ouvert, mais c'en est un. Regardons l'autre face de la pièce à présent. Que puis-je faire si j'habite dans un des départements, ils sont nombreux quand même, qui n'est pas confiné à partir de demain minuit ? Là, votre vie ne change pas fondamentalement par rapport à aujourd'hui. Vous pouvez par exemple passer d'une région à l'autre si vous le voulez, du moment que c'est une région qui n'est pas concerné par les restrictions. Vous pouvez continuer d'aller faire vos courses comme aujourd'hui. Il y a même un peu de mieux pour vous parce que vous avez un couvre-feu partout dans le pays qui va bouger. On l'a entendu tout à l'heure, il va passer de 18h à 19h. Alors je mets quand même un petit bémol à tout ça. Là, c'est la situation à date. Le gouvernement n'a pris aucun engagement sur la suite. Tout cela peut évoluer. Vous pouvez avoir certains départements qui, dans les jours, les semaines à venir, basculeront et rentreront dans le régime dérogatoire. On rappelle que ce qui a été annoncé aujourd'hui vaut au moins pour 4 semaines, mais qu'il peut y avoir des durcissements d'ici là. Et ni Jean Castex ni Olivier Véran ne donnaient de date ni de conditions de sortie définitive. C'est même un minimum, c'est de ce confinement. C'est 4 semaines minimum. Merci pour cette clarté. Depuis quelques semaines, les chiffres le montrent. La pression hospitalière augmente un peu partout en France. Ces dernières 24 heures, par exemple, près de 35 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Et ces nouvelles restrictions annoncées ce soir étaient très attendues et même réclamées par le personnel hospitalier des 16 départements concernés, notamment dans les services de réanimation. Comment ont-ils réagi à ces annonces ? Julien Roux, Mathilde Véron et Alexia Mayer leur ont posé la question. Face à des hôpitaux sous très forte tension, 4246 personnes en réanimation ce soir, bien au-delà des niveaux du début du deuxième confinement, le gouvernement a opté pour des mesures de freinage de l'épidémie, 7 jours sur 7, dans 16 départements. Est-ce que cela suffira ? Je pense compte tenu de la gravité, de la progression du virus, de la virulence de ce variant britannique qui maintenant frappe à peu près donc les 3/4 des gens qui sont atteints de la Covid, ces mesures étaient malheureusement nécessaires. Dans cette clinique des Hauts-de-Seine, il ne reste plus ce soir qu'un seul lit disponible en réanimation, sur 18 au total. Les mesures annoncées répondent aux attentes de ce médecin. La bonne solution était sans doute de régionaliser ce confinement, de ne pas faire comme la première fois un confinement global, même dans des régions qui finalement ont été très peu touchées par le Covid. Ça permettra que l'activité économique se poursuive dans ces régions-là, mais par contre qu'aux endroits où c'est nécessaire, l'effet maximal se fasse ressentir. Chaque jour en France, 330 nouveaux malades arrivent en réanimation en moyenne, soit un nouveau patient toutes les 4 minutes. Pour ce médecin réanimateur, le confinement à lui seul ne suffira pas. Si ça c'est pas en parallèle avec une vaccination massive, on va avoir un effet rebond à la sortie du déconfinement. L'Europe a jugé cet après-midi le vaccin AstraZeneca sûr et efficace. La campagne vaccinale retrouvera donc son rythme normal dès demain après-midi. Essayons à nouveau d'y voir clair d'un point de vue médical et épidémiologique. Bonsoir, professeur Anne-Claude Crémieux. Bonsoir. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Paris. Que pensez-vous d'un point de vue scientifique, épidémiologique de ces annonces ? Est-ce qu'elles vous conviennent ? Je pense que c'est une bonne décision parce que ce confinement qui nous rappelle le confinement de novembre, mais qui rappelle aussi la mesure prise par les Anglais qui étaient débordés en janvier par ce variant, on sait qu'il est efficace et on sait qu'en Angleterre, on a observé un freinage, c'est-à-dire une diminution du nombre de nouvelles contaminations 10 jours après la mise en place de ce confinement. La différence avec les Anglais, c'est que nous avons gardé les écoles ouvertes, mais c'est vrai, tous les arguments de la littérature montrent que c'est possible, que ce ne sont pas des endroits d'accélération de l'épidémie. Donc, plutôt une bonne décision. Merci beaucoup, professeur Crémieux, pour ces explications. À partir de demain, minuit, les commerces non alimentaires, sauf les librairies, on l'a dit, dans 16 départements. Les 16 départements concernés vont donc devoir à nouveau fermer. C'est un nouveau coup dur après 4 semaines de fermeture déjà en novembre dernier. Comment ont-ils réagi ? Mathieu Poissonnet et Tiffaine Leproux. La journée est terminée. Sylvie,
vient d'apprendre la nouvelle. Dès demain soir minuit, son salon de coiffure au sud de Paris devra fermer pour 1 mois minimum. Elle sait ce que cela va lui coûter. Conséquences économiques, c'est 30 000 € de moins par mois. C'est énorme. C'est énorme et nous, sur l'année, on a 25% depuis 1 an en moins sur l'année. Comme en novembre, seuls les commerces essentiels resteront ouverts. Votre banque sera donc fermée, pareil pour la mercerie. En revanche, il sera possible d'aller chez le boucher et même chez le libraire, devenu commerce de première nécessité. Une nouvelle fois, la grande distribution devra jouer le jeu et n'ouvrir qu'une partie de ses rayons. Demande du Premier ministre. Nous souhaitons vraiment que le gouvernement renonce à ces dispositions extrêmement complexes et donc il faut revenir à de la simplicité de façon à ce que les Français puissent normalement faire leurs courses dans des conditions normales. Les grandes surfaces rechignent à fermer quelques rayons. Lui devra fermer toute sa boutique du centre-ville d'Amiens. Il ne s'y attendait pas. On va mal le vivre, y compris d'un point de vue psychologique. Ça va être très dur pour nous, pour économiquement, psychologiquement. J'insiste vraiment sur l'aspect psychologique. Les clients qui viennent nous voir, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ce confinement. Laurence s'inquiète que ce soit le confinement de trop pour son entreprise. Les conséquences, c'est qu'on peut venir à fermer le magasin par la suite et à se retrouver à couler, quoi. Parce qu'il faut les payer, les fournisseurs. Les loyers, il faut les payer. Il faut tout payer, en fait. Donc là, c'est compliqué. Les salariés de ce fleuriste seront, eux, au chômage partiel, comme Agathe, apprentie. J'ai mon examen en juin. Et ça veut dire que j'ai plus d'école, plus d'entreprise, donc j'ai plus moyen d'être formée. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant, quoi. C'est angoissant même. Dans 16 départements, les commerçants sont sous le choc, face à des annonces souvent comprises, mais douloureuses. Quelles conséquences ces nouvelles restrictions vont-elles avoir pour la vie quotidienne des 21 millions de Français concernés? C'est 1 sur 3. À quoi vont ressembler leurs prochaines semaines, leurs prochains week-ends? Jusqu'où vont-ils devoir s'adapter? Didier Pireschi, Pauline Dumortier et Antoine Janin. La famille Etchegoyen-Berry ne s'attendait pas à un confinement 7 jours sur 7. Ils s'inquiétaient surtout d'une possible fermeture du collège de leur enfant. Les collèges fonctionneront donc normalement. Petite déception pour Alban, 11 ans, mais il comprend la logique de cette décision. Il faut qu'on étudie. Déjà, au moins, au niveau des écoles, ce sera beaucoup plus simple à gérer que pour la première vague, où là, il a fallu faire l'école à la maison qui était... Ça a été, mais sur du long terme, c'est pas forcément évident, quoi. Pas de fermeture non plus pour les écoles et les crèches. Les lycées restent ouverts aussi, mais avec une jauge de 50%. C'était déjà appliqué dans 2 lycées sur 3. Cela devient obligatoire pour tous, dans les 16 départements concernés. Une bonne mesure pour ce proviseur. Un groupe qui viendrait le matin, un groupe qui viendrait l'après-midi. Donc ils viennent à l'école tous les jours, ils sont libres une demi-journée, mais ils repartent aussi de l'école avec du travail. Donc c'est une solution qui est assez satisfaisante. Toujours dans les établissements scolaires, les activités sportives peuvent reprendre normalement. Quant au sport extrascolaire, il reste accessible aux mineurs. Les adultes, eux, ont pour consigne d'éviter les rassemblements. Un match comme celui-ci, disputé cet après-midi, n'est donc pas recommandé. Mais les parcs et les jardins restant ouverts, il en ira de la responsabilité de chacun. En entreprise, le recours au télétravail est vivement encouragé. Au moins 4 jours sur 5, les cantines professionnelles seront sous surveillance. Les transports seront-ils impactés par ces annonces? Ni la SNCF ni la RATP n'ont communiqué, mais le service devrait être restreint. Enfin, le gouvernement demande une vigilance particulière sur le covoiturage. Autre front très important à présent, celui de la vaccination. L'Agence européenne des médicaments a rendu son avis. Après 2 jours d'interruption, elle a à nouveau donné son feu vert au vaccin AstraZeneca qui a déjà été administré, vous le savez, à 18 millions de personnes en Europe et à plus d'1 400 000 personnes en France. Caroline Ben, Grégoire Guisteau et Jean-Marie Bagayoko. Ce médecin n'avait aucun doute sur les bienfaits du vaccin d'AstraZeneca. L'avis positif de l'Agence européenne du médicament est donc une bonne nouvelle, même si elle appréhende la réaction de ses patients. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va réussir à convaincre les patients de se refaire vacciner. D'autant plus qu'il y a d'autres vaccins dont on annonce l'arrivée, qui ont un profil un peu différent. Et du coup, on a beaucoup de patients qui disent finalement, je préfère attendre un peu. Effectivement, les avis sont partagés.
C'est une bonne nouvelle ou pas? Je pense pas, non. Il faut attendre encore un peu. C'est une bonne nouvelle, oui, parce que d'abord, moi je suis sur une liste d'attente et ensuite ça fera beaucoup plus de gens vaccinés, donc une immunité collective. Depuis le début de la semaine, 15 pays européens ont suspendu leur vaccination avec AstraZeneca en raison d'un doute sur l'apparition de cas de thrombose. Un doute levé par les experts de l'Agence européenne du médicament. C'est un vaccin sûr et efficace. Son bénéfice contre le Covid, qui entraîne des décès et des hospitalisations, dépasse les éventuels risques d'effets secondaires. Seuls quelques cas rarissimes de troubles de la coagulation sont encore à l'étude. 25 cas sur 20 millions de vaccinés. Alors dans cette pharmacie, on reprendra les injections dès le feu vert des autorités françaises. Je pense qu'on les aura dans la soirée ou demain matin. Si la HAS, effectivement, doit donner un avis, ça va permettre après aux instances sanitaires de pouvoir nous donner l'autorisation de lancer la vaccination. Ce soir, le gouvernement maintient son objectif d'avoir vacciné 10 millions de Français mi-avril et jusqu'à 30 millions mi-juin. Le Premier ministre compte bien se faire vacciner dès demain après-midi. Voilà, les choses sont à nouveau claires. Le feu vert de l'Agence européenne des médicaments est a priori définitif. Bonsoir Gérald Kierzek. Bonsoir Gilles. Question très simple, je suis votre patient. Comment pourriez-vous me convaincre de me faire vacciner avec ce vaccin AstraZeneca? On a fait le point, on a fait une remise à zéro, j'allais dire, des compteurs avec un vaccin qui était mal parti au départ. Dès le départ, il y avait une espèce de campagne un peu de dénigrement, des doutes. Là, on a levé les doutes. Le bénéfice-risque, il est favorable pour la vaccination, pour les personnes à risque. Donc vraiment, ça a permis 25 cas sur 20 millions. On a maintenant un panel suffisant pour dire qu'il y a très peu de risques. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter la surveillance. Bien évidemment, on va surveiller. Mais globalement, il n'y a pas de contre-indications qui ont été ajoutées. Il n'y a pas de risque particulier. Donc j'allais dire, c'est plutôt en faveur de rassurer tout le monde. Et nous, on pourrait se faire vacciner. Les soignants se font vacciner avec l'AstraZeneca. Et généralement, c'est un bon argument quand on dit ça à nos patients. C'est l'argument... C'est l'argument massu, c'est l'argument de dire même nous on y va, ça serait quelqu'un de notre famille, il n'y a aucun problème. Donc Pfizer pour les très très à risque et AstraZeneca sans problème. Merci beaucoup Gérald. Au chapitre économie, et c'est une conséquence évidemment de cette crise sanitaire que nous subissons depuis un an, vous le voyez, plusieurs dizaines de salariés du secteur aérien ont manifesté aujourd'hui à l'extérieur de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour tenter de sauvegarder des emplois. Vous le savez, 30 000 emplois dans ce secteur sont menacés. Regardez cette enquête de Johan Engen et Alexandra Poupon. Plus aucun salarié chez les loueurs de voitures, plus de vendeurs dans les magasins, plus de chauffeurs de taxi à la sortie. Sur les 9 terminaux de Roissy-Charles de Gaulle, 7 sont aujourd'hui fermés. Et même là où c'est ouvert, les emplois semblent menacés. On s'attend à une hécatombe dans l'aéroport. Ces bagagistes, des sous-traitants des compagnies aériennes, viennent d'apprendre que la moitié d'entre eux allaient subir un plan social. Ah, c'est de l'inquiétude, c'est de la colère, c'est de l'amertume. Parce que voilà, quand vous ne vous sentez pas considéré, on a la rage, tout simplement. On est tous pères de famille, on a tous des charges à tenir et se recycler, comment? On voit ce qui se passe dehors, il n'y a pas plus de travail qu'ici. Dans ce bassin d'emploi, 800 entreprises, dont une centaine d'hôtels, majoritairement fermés. Voici les seuls clients que nous avons vus ce matin, et donc aussi le seul chauffeur. Je suis résigné à ce qui va m'arriver. Mon employeur a dû licencier 2 personnes, je suis la dernière à rester. Et j'attends mon tour très prochainement. À quelques centaines de mètres devant cet hôtel, nous tombons par hasard sur des salariés empreints de gravité. Ils sortent d'une réunion, leur direction leur a annoncé vouloir supprimer un emploi sur 3. Déjà que c'est difficile parce qu'on est au chômage partiel, déjà que notre salaire est impacté, et encore de ça, derrière, il y a un plan de licenciement. On se bat pour maintenir le plus possible de monde. Contactée, la direction de l'hôtel, elle, assure n'avoir pas le choix. Son activité a baissé de 80%. Une crise facilement observable ici, au local syndical de l'aéroport. Devant sa boîte mail, Cécile est aux premières loges de l'inquiétude des salariés. Les mauvaises nouvelles, c'est tous les jours. Son collègue veut faire passer un message aux entreprises. Au moins de ne pas licencier. Parce que la reprise, elle va revenir. Tout le monde aura besoin de prendre un avion un jour ou l'autre. Donc ça va repartir.
Un avis partagé par ce responsable de l'organisme public qui aide les entreprises à recruter dans les communes alentours. Attention à ne pas avoir trop de pertes de savoir-faire aujourd'hui entre les plans de départ volontaires, les licenciements, les départs à la retraite, les ruptures conventionnelles collectives. Rien que si on revient à 70 ou 80% de la normale, il va falloir de nouveau avoir un maximum de ressources humaines compétentes, qualifiées, pour accueillir ces passagers. Mais quand aura lieu cette reprise ? Personne ne le sait. Autour de l'aéroport, 20 000 emplois pourraient être supprimés d'ici 2023. Tout autre chose à présent, mais c'est également dans l'actualité de ce jeudi, cette très étrange série de vols dans une forêt de l'Ariège. Des centaines de chênes centenaires et des sapins de 30 mètres de haut ont été illégalement coupés et ont disparu. Que s'est-il passé? Comment un butin aussi volumineux a-t-il pu se volatiliser? Sur les traces des enquêteurs Marine Chaise et Jean-Vincent Fournis. Comme si une tempête était passée par là. Propriétaire d'une parcelle de forêt à Perles-les-Castellets dans l'Ariège, Yves Ramey découvre l'étendue des dégâts. Il n'y a vraiment pas de mots pour parler de ça. C'est un désastre, une catastrophe, un véritable massacre à la tronçonneuse. Pendant plusieurs semaines, 400 sapins et chênes centenaires comme cela ont été rasés illégalement, leur valeur pouvant aller de 100 à 600 € par tronc. Un matin, Yves et Hélène ont entendu des bruits de tronçonneuses sur leur terrain. Nous avons trouvé 4 bûcherons en train de couper nos chênes centenaires dans notre parcelle. Et mon mari leur a demandé de cesser et néanmoins ils ont continué. Les bûcherons viennent la nuit charger les troncs dans des camions. Cette propriétaire a photographié leurs plaques d'immatriculation pour les retrouver. Il s'agit en fait d'une entreprise espagnole. Elle évoque une maladresse. C'est une erreur avec mon expert qu'on s'est trompé des parcelles. Aujourd'hui, l'entreprise propose de dédommager les riverains. Mais pour la mairie, il s'agit tout simplement d'un vol. On peut se tromper sur une parcelle, mais pas sur 13. C'est gratuit ce qu'ils ont fait, c'est un acte gratuit. Ils ont emporté le bois, ils ont payé personne. C'est des criminels pour moi. D'autant que ce n'est pas la première fois. 4 autres communes de l'Ariège et de l'Aude ont elles aussi été victimes de vols. Une recrudescence qui peut s'expliquer par la forte demande en bois. On a les pays étrangers qui sont très friands des bois français aujourd'hui, donc beaucoup de bois français partent à l'étranger. Depuis le début d'année 2021, le bois a augmenté entre 10 et 35%. Pour ce fabricant de chalets, le bois sera bien vendu en France. Vous ne pouvez pas le trouver dans une scierie en France. Ce bois est destiné à être transformé et il revient sous forme de produits finis en France. C'est-à-dire des portes de cuisine, des portes intérieures, des parquets, voilà. En cours d'investigation, la gendarmerie n'a pas souhaité s'exprimer. Les habitants et la mairie, eux, ont déposé une douzaine de plaintes devant le tribunal de Foix. Le jeune de 15 ans, grièvement blessé mardi soir dans l'accident de voiture à l'origine de plusieurs heures d'émeute à Blois, est décédé aujourd'hui. Des renforts de police, des CRS et même le GIGN avaient été déployés pour établir l'ordre. Un supermarché avait été incendié et un camion de livraison avait été lancé contre les forces de l'ordre. Pour lutter contre l'insécurité des maires, de plus en plus nombreux de toutes tendances politiques installent des caméras de vidéosurveillance. La commune d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, possède l'un des réseaux les plus développés en France. Qu'en pensent les habitants? Le système est-il efficace pour lutter contre la délinquance et les incivilités? Pauline Lefrançois et Henri-Paul Amar sont allés enquêter sur place. Sur les boulevards périphériques, en plein centre-ville, ou sur le parvis des Arènes. Depuis 9 ans, la plus grande ville de France en superficie vit sous les caméras de vidéosurveillance. À Arles, cité très touristique, les habitants ont appris à vivre avec. On se sent en sécurité. S'il y a des caméras, on peut facilement se garer ou se déplacer. Ça peut quand même dissuader, je pense, de faire peut-être certains actes sur justement des places publiques ou des choses comme ça. Alors moi je pense pas que ce soit quelque chose de rassurant, au contraire ça me fait plutôt penser à de la surveillance et au fait qu'on soit un peu fliqué quoi. 130 caméras filment la ville. Des images retransmises en temps réel ici. Dans ce centre de supervision urbain, 2 opérateurs sont les yeux de la ville, 6 jours sur 7, de 8h à 20h. Quand ils ne sont pas derrière les écrans, les images sont enregistrées. Hormis ces 2 agents, seules les forces de l'ordre peuvent les visionner. Ça permet d'avoir une réaction immédiate quand quelque chose se passe. Donc, ça permet de faire dans vraiment le domaine police du flagrant délit
comme on appelle, de faire intervenir directement les forces de l'ordre le plus rapidement possible. Car avant d'être détruites, les images sont conservées 15 jours. Dans ce délai uniquement, elles peuvent être transmises dans le cadre d'une enquête. Identification des auteurs, mode opératoire, flagrant délit. Pour les policiers aujourd'hui, la vidéosurveillance est devenue un outil indispensable. Pour nous en sommes servis dernièrement pour une résolution d'incendie de véhicule, par exemple, qui nous a permis d'avancer sur l'enquête petit à petit et uniquement en travaillant d'abord sur les images de vidéosurveillance. Ensuite, il y a toutes les techniques d'investigation qui vont derrière, mais c'est déjà le début de l'enquête. Sur le terrain, les enquêteurs savent où sont disposées les caméras. Ils décident même où elles doivent être installées. Donc là, vous voyez, il y a des caméras ici dans cet angle. Sur ce parking très fréquenté par les touristes, par exemple, les vols à la roulotte ont fortement chuté depuis qu'il est surveillé. Ce parking-là, ça diminue au moins de 90%. Mais c'est aussi un outil de prévention parce que les individus, à force, savent qu'il y a une caméra qui les surveille, donc préfèrent ne plus agir sur cette zone-là. La municipalité l'a bien compris et elle veut faire de la vidéosurveillance son arme principale pour lutter contre la délinquance du quotidien. Cette année, la ville d'Arles double son investissement dans ce dispositif, passant de 250 000 € à 500 000 €. Oui, c'est un investissement qui en vaut la peine puisque derrière, on le récupère en efficacité sur le travail de nos agents, en contatement de la population puisqu'on résout les affaires plus vite. C'est un outil aujourd'hui dont il serait dommage de se priver. D'ici quelques mois, de nouveaux quartiers et même des hameaux arlésiens seront équipés en caméras. Les images, elles, seront prochainement visionnées en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puisque nous parlons d'équipements communaux, attardons-nous un instant sur le rapport de la Cour des comptes. Il a été publié aujourd'hui. Il met en lumière, si l'on ose dire, l'incroyable vétusté de notre éclairage public qu'il serait urgent de moderniser. 40% des points lumineux ont plus de 25 ans. Certaines ampoules sont même officiellement interdites à la commercialisation. Reportage près de Grenoble de Christine Chapelle, Yanis Matisse et Frédéric Marchand. La Côte-Saint-André en Isère. 5000 habitants et 1070 lampadaires, réverbères et autres points d'éclairage urbain. Depuis 4 ans, la commune remplace régulièrement ses vieilles ampoules par des LED moins gourmandes en électricité. Un projet qui lui coûte 450 000 € et qui est un vrai parcours du combattant. On a mis presque 5 ans entre le diagnostic et puis ensuite la négociation parce que nous sommes site patrimonial remarquable, c'est-à-dire que nous devons discuter avec les architectes des bâtiments de France pour choisir le bon lampadaire, le bon coloris. En France, on compte plus de 9 millions de points lumineux. Mais ce parc d'éclairage public est vétuste. 4 millions de ces lampes ont plus de 25 ans. Et cela coûte cher. À Alès, en 2018, la mairie avait changé toutes ses ampoules. Elle ne l'a pas regretté. C'est plus de 600 000 € pour une seule ville comme Alès économisée par an. Donc c'est de l'économie in fine pour le contribuable. C'est plus de 16 € par an et par habitant économisé. Donc c'est de l'argent qui pourrait être utilisé à autre chose. Économiser, d'accord, mais souvent les communes décident des travaux sans concertation avec leurs voisines. C'est ce manque d'harmonisation que la Cour des comptes pointe du doigt. Elle suggère notamment de confier la gestion de l'éclairage à un syndicat départemental d'énergie pour que tout le monde y voit un peu plus clair. À l'heure du confinement, pour des raisons sanitaires, l'expérience menée depuis 4 jours par 15 volontaires qui ont décidé de rester 40 jours dans une grotte pourrait sembler un peu décalée, mais il s'agit en l'occurrence d'une passionnante expérience scientifique. Nous vous en avons d'ailleurs montré les premières images dimanche soir. Comment notre horloge interne se comporte-t-elle privée de repères, sans montre, sans téléphone, sans lumière naturelle? En exclusivité, Sylvie Pinatel et Florian Le Goïc ont passé ces premières journées dans la pénombre absolue. C'est le grand format de ce 20h et il est formidable. Plus de nuit ni de jour, sans horloge ni soleil. 15 volontaires pour un voyage hors du temps. Une seconde ou une éternité? On commence une mission qui est hallucinante. Personne ne l'a jamais vécue. Il y a 5000 personnes qui ont été sur l'Everest, 500 personnes qui ont été dans l'ISS, 19 personnes qui ont vécu des expériences hors du temps en solitaire ou à deux, et jamais personne en groupe. Il y aura des moments très violents, très difficiles pour chacun d'entre nous. On devra s'aider. Derniers adieux aux proches, au ciel et au monde.
Et pour nous, le privilège d'être la seule équipe de télévision à accompagner ces voyageurs du temps emmenés par l'explorateur Christian Clot. Si vous avez un dernier doute, c'est maintenant. Arnaud. Un professeur de maths, une joaillière, un cordiste. 7 hommes et 7 femmes sélectionnés pour leurs aptitudes physiques, psychologiques et bien sûr testés négatifs avant ce confinement extrême. C'est une mission scientifique inspirée par la pandémie. Explorer les capacités de l'être humain à s'adapter à une crise. À 1 heure de marche sous terre, dans 95% d'humidité et 12 degrés, construire une vie malgré tout. On y a installé ce qui serait notre soleil, quelque part, cette boule lumineuse qu'on va allumer lorsqu'on sera réveillé, qu'on éteindra lorsqu'on sera en train de dormir. Rien à voir avec les cycles du soleil, bien entendu, mais ce sera nos cycles. Un soleil, une gazinière, et c'est bien la vie qui s'installe. Ça fait pas longtemps qu'on est rentré, mais on a déjà très faim. On n'est pas à l'abri de faire 4 repas par jour. 4 ou un seul, à chacun son rythme. En l'absence de montre, la faim et le sommeil régleront leur horloge interne. Et pour dormir, il faut s'enfoncer 500 mètres plus loin dans la grotte. Dans leur sac de 50 kilos... Là, on va rentrer dans la zone de sommeil. Ni musique, ni électronique. À chacun son minimum, tout doit loger dans cet espace. Ah bah c'est royal, dis donc. Sauf qu'il faut encore construire son lit de camp. Rien qui n'entache la motivation de François. Si ce qu'on fait là pendant ces 40 jours peut permettre d'aider les futures bases lunaires ou l'adaptation humaine un jour en cas de changement climatique majeur, on pourra se dire qu'on aura servi à quelque chose à la société à travers ce projet. Ils ont une 50aine de protocoles scientifiques à suivre, notamment pour comprendre comment cerveau et corps se modifient quand ils sont désorientés. Sans lumière ni montre, comment savoir par exemple que c'est le matin du 2e jour? En allant vers la zone de vie, Alexis croise plusieurs de ses compagnons. Il est peut-être plus tard qu'il ne le pensait. J'ai du soleil. Vous avez une idée de l'heure qu'il est? Là maintenant tout de suite sur le coup, j'irai 10 heures. Ils ont dit 10 heures, Alexis? Oui, je mettais 1 heure de plus. Ah ouais? Là maintenant, vous me faites douter. Des doutes et des sensations enregistrées pendant 40 jours qui seront ensuite analysées par les chercheurs. En attendant, il faut assurer la survie du groupe et aller chercher de l'eau. L'eau, elle se trouve principalement en 2 endroits. Elle se trouve au-dessus de nous dans un lac suspendu qui est à un peu plus de 25 mètres de hauteur ou dans un gouffre qui fait pratiquement 80 mètres de profondeur. Entre 25 et 80 mètres, nous n'avons pas beaucoup hésité. Les aventuriers, eux, n'auront pas le choix et ils devront tous aller chercher cette eau, une centaine de litres par jour. Elle a l'air bonne? Elle en a pas mal. En tout cas, elle est très claire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une eau néanmoins très calcaire, qui sera purifiée avant d'être bue. Si on tombe malade au début, ça remet en question l'expédition, notre capacité à la faire. Donc on est toujours extrêmement prudent, parce que tout peut devenir un problème si on ne fait pas attention. C'est précisément le rôle de cet urgentiste Jérôme. Éviter par exemple que de petites blessures s'infectent. On a un sac pour l'urgence qui nous permet de perfuser, d'administrer des drogues d'urgence. Voilà. Et on a des bouteilles d'oxygène si jamais quelqu'un se fait un traumatisme d'un niveau un peu supérieur. Un mini SAMU. C'est une adaptation individuelle et collective que des neurologues, généticiens, chronobiologistes et autres scientifiques vont étudier. Après une 2e nuit, nous avons laissé ces 15 volontaires confiants, sereins, impatients de les retrouver dans 36 jours. Et nous y serons. Revenons à la lumière du jour pour admirer l'un des plus beaux sites du monde, classé bien sûr au patrimoine de l'UNESCO, l'Alhambra à Grenade, au cœur de l'Andalousie. Comme d'autres chefs-d'œuvre victimes depuis quelques années de surfréquentation touristique, ce sublime palais, construit au XIVe siècle, a retrouvé le silence depuis 1 an. Julien Garel, Maxime Rousseau et Rémi Cadoret ont eu droit à une visite presque privée. Comme un prolongement de ces crêtes rocheuses, l'Alhambra surplombe Grenade. Immobile, éternel. Mais quelque chose a changé entre ces murs. Les files de touristes du monde entier évanouis. Le brouhaha des passants disparu. Les rares visiteurs savourent un moment hors du temps.
C'est comme un cadeau de l'avoir avec si peu de monde. On en profite beaucoup plus avec le bruit des oiseaux, de l'eau. On ressent mieux l'atmosphère qu'ils ont voulu créer ici. J'ai l'impression d'être chez moi, comme si c'était ma maison. Un silence presque troublant dans le deuxième monument le plus visité d'Espagne. Avant la pandémie, avec 8000 personnes se rendant chaque jour à l'Alhambra, il aurait été impensable de se retrouver tout seul au milieu de ce patio emblématique. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a quasiment 10 fois moins de visiteurs qu'en temps normal. Si pour nous, l'année passée a semblé interminable, lorsqu'on a 6 siècles comme l'Alhambra, c'est sans doute juste une pause, une respiration. Bonjour Alicia. Bonjour Jesus. Comment tu vas? Comment avance la restauration des mosaïques? Et même l'occasion de s'offrir une seconde jeunesse. Il y a des lieux où il était très difficile d'intervenir car il y avait trop de touristes, comme dans cette pièce par exemple. C'est ici que se trouvait le trône du sultan et d'où il dirigeait toutes les cérémonies au XIVe siècle. Pour Alicia, restauratrice de céramique, la précision est primordiale. Elle passera 15 jours sur cette colonne. Il faut qu'on puisse voir la différence entre ce qui a été restauré et l'original. Même si le tourisme nous manque, c'est beaucoup mieux pour moi de pouvoir travailler en silence. Des trésors d'architecture islamique que même les rois catholiques se refusent à détruire après la reconquête au XVe siècle. Pour affirmer leur présence, ils ajoutent leurs propres fresques et gravures dans certaines pièces, comme celle-ci. Patricia tente là aussi de retarder les effets du temps. Cette fresque colorée était en train de se détacher de son support. Un travail quasi chirurgical. Centimètre après centimètre, l'œuvre du Moyen-Âge reprend vie. Je passe de nombreuses heures ici. Alors il m'arrive de parler au bois. Je lui dis, je suis là pour prendre soin de toi. Alors s'il te plaît, réagis bien. Pour que le voyage dans le temps soit total, même les légumes du potager de l'Alhambra ne sont pas choisis au hasard. On cultivait déjà l'artichaut sous la domination arabe. Tout ce qu'on a planté ici vient soit de l'époque musulmane, soit de l'époque médiévale. Et on les cultive toujours avec des méthodes traditionnelles. Et voici les gardiens inattendus de ces jardins. 7 aigles et faucons pour repousser un ennemi qui a pris ses aises dans la citadelle. Les pigeons ont proliféré encore plus depuis qu'il y a moins de touristes. C'est devenu une oasis pour eux. Nous, on essaye de leur faire comprendre que c'est un territoire hostile. Des rapaces que les princes arabes faisaient déjà voler en leur temps, ce sont peut-être finalement eux les plus fidèles protecteurs de l'Alhambra. Revenons à présent sur la principale information de ce jeudi, les annonces importantes faites par Jean Castex concernant le reconfinement. Il va toucher 21 millions de personnes dès demain soir. Tous les détails avec Lucas Ajdela. C'est une nouvelle forme de confinement qui va s'imposer à 18 millions de Français. 2 régions sont concernées, 7 jours sur 7. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France, ainsi que 3 départements, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Pour l'ensemble du territoire, le couvre-feu est reculé d'1 heure, de 18 à 19 heures. Toutes ces mesures entrent en vigueur ce samedi pour une durée de 4 semaines au moins. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Et je sais la lassitude qui est la vôtre. Ces mesures, je les crois absolument indispensables et équilibrées. Elles visent à freiner le virus sans nous enfermer. Quelles sont les règles de ce nouveau confinement? Dans les zones concernées, les écoles et collèges restent ouverts, mais les lycées n'accueilleront plus que 50% des élèves. Pour les commerces, nouveau baissé de rideau. Seuls ceux de première nécessité restent ouverts. Commerces alimentaires, buralistes, garagistes et également cette fois les librairies. Mais pour tous ceux qui ferment, la mesure est difficile à accepter. On va mal le vivre, y compris d'un point de vue psychologique. Ça va être très dur. Les conséquences, c'est qu'on peut venir à fermer le magasin par la suite et à se retrouver à couler, quoi. Les déplacements sont autorisés dans un rayon de 10 km autour du domicile. Mais c'est une nouveauté par rapport au précédent confinement, pas de limite de durée pour vos sorties. Ce soir, à Paris,
c'est insuffisant pour vous remonter le moral. Sincèrement, ça casse les pieds. On n'en peut plus, quoi. Non, mais franchement, c'est pénible, on peut rien faire. Bonne nouvelle, la plupart des activités en plein air restent autorisées. Mais interdiction en revanche de se déplacer d'une région à une autre dans les régions confinées. Enfin, concernant la vaccination, les injections d'AstraZeneca pourront reprendre dans les pharmacies et chez les médecins généralistes dès demain après-midi. L'Agence européenne du médicament vient de donner son feu vert. Pour elle, le vaccin est sûr et efficace. Et pour en savoir plus sur toutes ces annonces, rendez-vous dans un instant sur LCI, canal 26. Sur TF1, la météo d'Evelyne Delia, bien sûr, suivie de votre toute nouvelle série Gloria avec Cécile Bois. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Vous retrouverez Anne-Claire Coudray à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour votre journal. Très bonne soirée à tous. Bon courage pour ce reconfinement. À lundi.